Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mardi 19 avril 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs hétérodoxes. Et pour ce 62e épisode, nous avons la chance d'accueillir une nouvelle fois, c'est un grand bonheur, Marion Sigaud. Bonjour Marion. Bonjour, bonjour Akina, bonjour tout le monde, bonjour toute la bande. Merci à vous d'être présent, c'est vraiment un grand plaisir. Aujourd'hui, on va parler, c'est le 4e épisode que nous réalisons ensemble, on va parler de la Révolution française et on va comprendre grâce à vous que c'est aussi une entrée dans le système capitaliste. Voilà, on va revenir sur des enjeux qui sont aujourd'hui d'actualité encore, hein. On va parler de la dette, de la République, mais c'est une autre histoire de la Révolution que vous allez nous proposer ce soir, enfin cet après-midi. Et d'ailleurs, je rappelle à la communauté, j'encourage la communauté à regarder la dernière conférence sur votre chaîne sur Internet, hein, Odyssée ou YouTube, qui s'appelle Les paysans bourguignons et les lumières du communisme au capitalisme sauvage, qui est en lien direct avec l'échange qu'on va avoir aujourd'hui et qui permettra d'approfondir ce sujet. On a déjà parlé de la révolution sur le front médiatique, mais vous allez nous apporter un autre regard, évidemment très loin de ceux des livres d'histoire remplis de préjugés, toujours cette histoire écrite par les vainqueurs. Très rapidement, avant de vous laisser donc nous parler de ce sujet qui nous tient à cœur, la Révolution française, avec tous les mythes, hein, aux quatre coins du monde. Marion Sigaud, vous êtes écrivain, historienne et conférencière française. Vous êtes née dans les années 50 dans la banlieue de Paris. Vous avez suivi une scolarité classique et vous êtes engagée très jeune dans différents mouvements pour les peuples et vous avez traversé le monde. Vous avez eu la chance d'aller en Israël, d'avoir tenté l'expérience des kibbutz. Vous êtes aussi partie en Afrique du Sud. Voilà un parcours assez original et vous avez écrit de nombreux ouvrages comme La Marche rouge, Les enfants perdus de l'hôpital général qui a fait l'objet d'un premier exposé sur le front médiatique, mais aussi d'autres sujets. Un livre aussi emblématique, hein, qui vous tient à cœur, c'est les droits sexuels ou la destruction programmée de l'enfance et de la famille, que j'encourage tout un chacun à découvrir. Voilà, c'est hyper important pour nous de parler de la Révolution française, de déconstruire ces mythes de l'histoire pour pouvoir mieux comprendre notre histoire, déconstruire les idées reçues pour pouvoir mieux construire une société plus apaisée, plus équilibrée, avec plus de justice et plus de fraternité. Merci encore à vous de prendre ce temps-là. Et vraiment, je rappelle à la communauté, allez voir la dernière conférence, Les paysans bourguignons et les lumières. C'est vraiment une des meilleures conférences que j'ai vues parmi les centaines et les centaines de conférences que j'ai consommées au cours de la dernière décennie. Merci Marion de prendre ce temps pour notre média Le Front Médiatique. Quel compliment, Non, quel- vraiment, vraiment, c'est sincère, hein. ça me touche beaucoup, vraiment. Parce que vous savez, c'est beaucoup, 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 beaucoup de travail. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. On s'improvise pas historien. C'est des heures, des journées, des semaines et des mois, quoi, depuis des années. Voilà. Merci, merci, ça me touche vraiment. Voilà, je vous en prie, c'est intéressant parce qu'on a déjà accueilli Jacques Pauwels qui nous parlait de la Révolution française, mais voilà, c'est vraiment un autre regard aussi qui est complémentaire et c'est important de diversifier les regards sur l'histoire pour pouvoir se rapprocher du réel, de ce qui s'est passé dans le passé et vraiment sortir de ces historiens orthodoxes qu'on a l'habitude d'entendre à longueur de journée à l'école et dans les médias et se rapprocher des historiens indépendants qui font un travail sincère et au-delà de leur intérêt personnel. Marion, je vous laisse la main pour cet exposé donc de la dette à la République, une autre histoire de la Révolution. Alors, bon, c'est une conférence que j'ai déjà donnée, mais enfin bon, on peut dire pratiquement que toutes les conférences que je fais s'entrecroisent, hein, donc je vais rien dire de fondamentalement nouveau par rapport à ce que j'ai déjà dit, mais enfin bon, bienvenue à ceux qui n'ont pas écouté mes conférences, mes précédentes conférences. Oui, on ne peut pas comprendre ni le mouvement des Lumières, ni on ne peut surtout pas comprendre la Révolution si on ne sait pas ce que c'est que le problème récurrent de la dette de la royauté. La dette est le problème récurrent alors de la royauté, pas seulement au siècle des Lumières, mais depuis toujours. Les rois ont toujours couru après l'argent parce que les rois ont un budget limité et ils ont des besoins croissants qui ne sont pas, contrairement à ce qu'on peut croire, les besoins de leur luxe et de leur vie ostentatoire. Ça n'a rien à voir. Un roi, s'il veut payer ses fonctionnaires, s'il veut payer des armées, il faut qu'il ait de l'argent. Et s'il veut pas être la proie des financiers et des gens qui vont tenir à la gorge, il faut qu'il ait des revenus indépendants. Et voilà. Alors, les rois ont toujours, toujours couru après l'argent, Louis XIV comme les autres, Louis XV comme les autres. Nous allons parler du siècle de Louis XV.
parce que c'est celui qui précède directement, qui va être absolument déterminant pour la suite. Donc, comment font les rois à chaque fois qu'ils ont une grande crise financière? Ils rétablissent leurs finances par la pression fiscale. C'est aussi vieux que le monde. Il y a qu'à, comme disait Coluche, faire payer les pauvres, c'est facile, ils sont plus nombreux. Et bon, les plus pauvres, c'est les plus nombreux. Donc, augmenter la pression fiscale quand le roi a besoin de l'argent, on a toujours su faire, il a toujours su faire. C'est qui les plus nombreux? Ben, c'est la paysannerie essentiellement. Mais il y a d'autres moyens, on ne fait pas que augmenter les impôts, on peut prendre des décisions autoritaires, par exemple de faire rendre gorge aux profiteurs. Et ça, on a des exemples absolument tonitruants, Louis XIV l'a fait, le régent l'a fait, ça a été il y a eu des scandales absolument. Alors je vous renvoie à mon travail sur la régence. Le régent, en arrivant au pouvoir, a trouvé une dette absolument incommensurable, et il a fait un tribunal spécial pour faire rendre gorge à tous les gens qui ne pouvaient pas justifier de leur fortune. Vous aviez des gens qui se baladaient avec des équipages absolument somptueux, qui s'achetaient des propriétés monstrueuses. Tous ces gens-là ont été sommés par l'autorité de faire de rendre un compte précis de l'origine de leurs fonds. Alors, comme ils avaient spéculé sur les blés et sur la misère du pauvre monde, ça a fait quelques beaux scandales, mais ça n'a pas, même les amendes absolument énormes qui ont été appliquées à ces gens-là n'ont pas suffi à rétablir les finances. Donc le problème est récurrent à chaque nouvelle crise. On dit il faut trouver autre chose, il faut trouver autre chose. Alors, je vous dis, il y a trois façons. Il y a on augmente les impôts, on fait rendre gorge aux profiteurs, ou on fait une sage économie, c'est-à-dire qu'on va baisser les dépenses et on va essayer de faire rentrer plus d'argent qu'on en dépense. Alors, au milieu du siècle, du siècle de Louis XV, hein, du siècle du XVIIIe siècle, la dette de l'État est constituée par des rentes viagères des rentes versées en échange d'un capital. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les rentes sont nominales. Quand le roi veut de l'argent, il demande de l'argent au peuple. Alors, le peuple, c'est le peuple qui a de l'argent, hein, c'est pas la petite paysanne qui va prêter au roi, ce sont des gens qui font des affaires. Et le roi, en échange de l'argent que les particuliers lui donnent, verse des rentes. Voilà. Donc, vous avez un capital, le roi a besoin d'argent, vous dites au roi, voilà, Majesté, je vous donne mon capital, hein, le prêt à intérêt n'existe pas parce qu'il est prohibé, et le roi, en échange, dit, c'est très gentil, je vous remercie, et en échange, gratuitement, je vais vous verser une rente, votre vie durant. Voilà. Donc, la rente est nominale, c'est monsieur un tel, et c'est viager, c'est-à-dire que le premier des deux qui est mort, ben, il a perdu. Donc, si c'est vous qui avez prêté de l'argent au roi, vous avez prêté une rente viagère, vous avez entre 50 et 60 ans, bon, ben, le roi, il va vous verser un capital pendant 10 ans, 15 ans, voilà, à peu près. Et puis, quand vous mourrez, la rente s'éteint. Donc, si vous avez de l'argent, c'est un placement intéressant de prêter au roi, parce que, voilà, c'est de l'argent qui est garanti, qui va rentrer, et puis jusqu'à la fin de vos jours, vous êtes garanti d'avoir des revenus. Voilà. Donc, les arrérages sont payés à l'hôtel de ville de Paris. C'est comme ça. L'hôtel de ville est celui qui sert d'intermédiaire entre le roi. Parce qu'il n'y a pas de banque. Hein, il n'y a pas de banque à l'époque. Aujourd'hui, on imagine les banques. Non, à l'époque, il n'y a pas de banques qui font le travail. Alors, les banques existent, mais elles ne sont pas dans le système financier royal. Alors, le milieu du XVIIIe siècle, le roi est l'amant de Madame de Pompadour. Et qui est Madame de Pompadour? Elle est issue des milieux financiers. Voilà. Elle est la fille putative d'un grand financier. Elle est la fille de la maîtresse d'un grand financier. Elle est vraiment issue de ce milieu. C'est une jeune femme absolument délicieuse qui a été absolument, on peut presque dire conçue, élevée, dressée à devenir la maîtresse du roi, qu'elle va pousser à la dépense, à la dépense, à la dépense, à la dépense. Et le roi va payer, 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 payer. Vous inquiétez pas, Majesté, vous avez besoin d'argent, on vous en prête. Voilà. Donc, la Pompadour est issue d'un milieu qui passe son temps à prêter de l'argent au roi, et le roi, une fois qu'il a bien emprunté, ben, il va falloir qu'il rembourse. Alors, année après année, les emprunts se succèdent, la dette s'alourdit, le roi paye des rentes dont le chiffre augmente, mais les revenus du roi, eux, n'augmentent pas. Or, il se trouve que la Pompadour a une influence délétère sur l'État. Elle éloigne les ministres qui parlent d'économie, elle subjugue le roi. Alors, moi, j'ai plusieurs hypothèses là-dessus, mais il y en a une, je vous assure qu'elle tient debout. La Pompadour mettait dans le lit du roi des jeunes filles qui n'avaient absolument pas l'âge d'y être.
Alors c'était déjà, le principe de la prostitution au bénéfice du roi, c'est déjà en soi scandaleux, parce que d'abord on est dans un pays chrétien, d'autre part le roi est marié, dans l'absolu il a pas à coucher ailleurs, mais admettons c'est admis et il a une maîtresse qui ne pouvant plus officier pour différentes raisons, va aller chercher par la bande et la bande c'est en fait son coquin de frère et un certain nombre de gens sans foi ni loi. On met dans le lit du roi des jeunes filles qui sont vraiment hors d'âge, hein. Ça porte un nom aujourd'hui, à l'époque ça ne portait pas de nom, ça s'appelait simplement le grand scandale qui ne devait jamais éclater. Le roi était tenu, ça c'est mon hypothèse, mais je vous assure que je peux l'étayer, ça sera éventuellement l'objet d'une autre conférence, le roi est tenu par un chantage permanent à la révélation de ces mœurs qui ne sont pas du tout catholiques. En gros, le roi couche avec des petites filles. Voilà. Bon, et il ne faut pas que ça se sache. Quand vous êtes tenu par un scandale, vous, là, vous taisez. Vous vous taisez et vous faites où on vous dit de faire, comme on dit vulgairement. Voilà. Donc, ça, c'est une des hypothèses. Il y a d'autres raisons qui font que le roi est subjugué par la marquise, mais ça, je sais que c'est une des raisons et ça va se recouper jusqu'à la mort du roi. Hein. C'est absolument incontestable. C'est incontestable. On a raconté des histoires de parcs aux cerfs, de trucs où il y a eu des gigantesques orgies. Non, il n'y avait pas de gigantesques orgies, mais il y avait vraiment un défilé de gamines qui n'avaient pas l'âge, qui n'avaient pas l'âge. Alors, contrairement à ce qu'on croit habituellement, on a l'habitude de dire oui, mais à l'époque, les filles, elles étaient beaucoup plus matures, beaucoup plus jeunes. C'est juste l'inverse. C'est juste l'inverse. Il faut savoir que au XVIIIe siècle, les filles avaient leurs règles à 15 ans révolus. Donc, une gamine de 14 ans, de 13 ans, de 12 ans, c'était une petite fille. C'est d'ailleurs comme ça qu'on disait. Et les maîtresses du roi, il y en a même eu qui avaient moins que ça. Il y en a même eu qui ont eu moins que ça. Voilà. Donc, le roi était tenu par un chantage et il était tenu par la marquise. En plus de ça, bon, elle le subjuguait également parce qu'elle était gracieuse, parce qu'elle était joyeuse, parce elle était entièrement dévouée à sa distraction, à son humeur. Quand le roi n'allait pas, il allait la voir, il allait mieux, quoi. Voilà, elle était comme ça, elle lui était rigoureusement indispensable. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a quasiment, vous savez, le roi de Prusse l'appelait Cotillon Ier. Ce qui dirait que c'était elle qui gouvernait la France. C'était pas si mal vu que ça. C'était pas si mal vu que ça. Alors, je veux pas complètement jeter la pierre à Louis XV, qui a été certainement ni aussi indigne, ni aussi, ni, enfin bon, il n'était pas d'un extrême ni d'un autre. Disons qu'il était tenu et qu'il a certainement été faible au niveau charnel. Il a été extrêmement faible. Je pense pas que c'était un vicieux. Je ne l'ai jamais rencontré vicieux. Les vicieux, ça se trouve dans l'histoire. Lui n'en était pas, mais il était faible. Il résistait pas. On lui mettait un beau tendron dans le lit et puis il tombait amoureux. Hein, il tombait amoureux. Il était prêt à tout donner pour conserver ses gamines puis qui se succédaient, une suivait l'autre. Enfin bon, c'était vraiment absolument immoral. Alors elle, pendant ce temps-là, elle dirigeait. Elle éloignait les ministres, elle voulait la peau d'un ministre, elle disait au roi, j'en veux plus, le roi envoyait. C'est effroyable, c'est effroyable. Elle recevait, hein, il y avait des jours d'audience de la marquise, hein, les gens venaient la voir, on venait la voir à sa toilette pendant qu'on lui faisait ses fanfreluches, là, alors elle déplaçait les gens, elle donnait, mais elle était incroyable, elle gouvernait, quoi, elle n'était pas la seule, mais elle avait un pouvoir absolument fou. Alors, euh, vous avez par exemple le marquis d'Argenson qui a beaucoup écrit à l'époque. Il disait les pamphlets malmènent le roi, mais on ne peut pas chasser la marquise parce que les financiers sont derrière. Alors lui, il dit, alors c'est pas d'Argenson, on sait qu'on sait également pour les petites filles, mais d'Argenson était en mesure de dire, puis c'était pas une flèche, hein, d'Argenson, c'était pas un type spécialement intelligent, mais justement ces réflexions sont frappées au coin du bon sens et donnent souvent véritablement l'illustration de ce qui se passait. Il disait on ne peut pas chasser la marquise, elle a une influence délétère, mais les financiers sont derrière et le roi ne peut pas s'en passer. À partir du moment où il a commencé à s'endetter, comment voulez-vous qu'il s'en débarrasse? Donc, la marquise tient le roi et il emprunte, il emprunte, il emprunte, il emprunte. Arrive 1758, la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans, c'est la guerre qui va nous faire perdre le Canada. Hein. C'est la guerre qui se déclenche en 1756, qui est la vraie première guerre mondiale. Hein. C'est la guerre qui va nous faire perdre l'Amérique. C'est la guerre pratiquement de la France catholique contre l'Europe protestante. Et puis aux quatre coins du monde, hein, c'est en Amérique, c'est en Inde, c'est en Asie, enfin bon, c'est vraiment une guerre phénoménale, et il faut emprunter de nouveau. Voilà, on va encore emprunter. On va emprunter avec quoi? On va emprunter avec quoi?
Donc, on emprunte, comme on fait d'habitude, auprès de particuliers. Et là, il y a des petits malins qui disent, bah, écoutez, au lieu de faire une rente viagère sur une tête, on va faire une rente viagère sur plusieurs têtes. C'est-à-dire, alors, la tête, elle n'a rien à voir avec la rente. C'est-à-dire que si vous prêtez au roi et que la rente que vous allez verser est gagée sur votre tête, on est bien d'accord que si vous mourrez, c'est terminé. Mais si vous dites, au lieu que ce soit sur ma tête, ça va être sur la tête de mon fils, votre fils, il est pour rien dans l'histoire, ça lui apporte rien, ça lui retire rien. Mais si la dette est gagée sur sa tête va devenir précieuse. C'est-à-dire qu'on va faire particulièrement attention à ce qu'il vive longtemps, parce que si votre fils il a 20 ans, il a donc 30 ans de moins que vous par rapport à l'âge habituel des prêteurs au roi. La dette va durer plus longtemps. Et puis, lui, il va la toucher quand vous serez mort. Mais si c'est pas votre fils, si c'est votre petit-fils, vous imaginez. Et si c'est pas une tête et que c'est plusieurs, alors c'est pas plusieurs, c'est divisé par le nombre de têtes. Mais si vous avez une rente sur 10 personnes, ben, vous en avez une qui meurt, il en reste 9, une autre qui meurt, il en reste 8, etc., etc. Et là, les gens disent, c'est intéressant, on va prêter au roi comme ça. Alors, le roi paye de plus en plus de rentes parce que c'est intéressant. Quand il lève de l'argent, ben, les gens prêtent parce que l'affaire est intéressante. Donc, les revenus n'augmentent pas. La pression sur la paysannerie est déjà à son comble. La paysannerie, vous savez, comme on dit, trop d'impôts tue l'impôt. On peut pas pressurer la paysannerie plus. Donc, des gens vont venir voir le roi en lui disant, bah, faut trouver d'autres solutions là. Maintenant, il faut faire rentrer de l'argent. Une guerre, ça coûte. La guerre, si vous l'avez gagnée, vous allez la faire payer au vainqueur. Mais d'abord, pendant que vous la faites, vous l'avez pas encore gagnée. Et puis, peut-être que vous allez la perdre. Peut-être que vous allez la perdre. Donc, en attendant, il faut la payer. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit un peu également dans ma conférence sur les paysans bourguignons. Le peuple d'Ancien Régime, c'est qui? C'est pour 90%, c'est des paysans. Alors, c'est qui les paysans? Ce sont des gens qui vivent en communauté solidaire et ils ont suraigu la conscience de leurs droits, de leur propriété, de la propriété collective des biens de leur village. Le seigneur a hérité du Moyen Âge, il a ce même sens du bien commun, il appartient au village dont il n'a pas à être l'ennemi. C'est-à-dire que le seigneur d'Ancien Régime, de l'ancien système, il fait partie du village, il n'est pas l'ennemi du village, il partage les prérogatives et les obligations du village. Par exemple, le bois du seigneur, c'est le bois du village. Le seigneur se sert en bois, il se sert en... Voilà. Quand le village ouvre ses champs pour la veine pâture, le seigneur fait la même chose. Donc le seigneur est absolument partie prenante de la vie paysanne. Alors, il utilise les mêmes communaux. Or, à l'époque moderne, alors l'époque moderne, c'est l'époque qui suit le Moyen Âge, hein, c'est 16e, 17e siècle, les guerres de religion et la fronde, puis les guerres de Louis XIV ont poussé les paysans à s'endetter et à aliéner une partie de leur patrimoine. Alors, on voit arriver dans les campagnes des nouveaux seigneurs qui viennent de la ville pour s'enrichir. L'ancien seigneur, il appartenait à la communauté, il était le noble, vous savez, celui qui fait la guerre, le noble à qui on voue allégeance, et ces nobles ont vendu leur seigneurie qui ont été achetées par des gens de la ville, par des bourgeois. C'est une autre mentalité. Ce sont des gens qui ne vont pas habiter au village, qui habitent à côté. Et pourquoi veulent-ils investir dans les villages? Pour s'enrichir, pour faire de l'argent. Ça n'existait pas avant. On ne se faisait pas de l'argent, on vivait. Alors on faisait de l'argent pour vivre, mais on ne faisait pas de l'argent pour faire de l'argent. Or, ça va changer. Donc, vous allez voir arriver sur les villages des gens qui vont acheter des seigneuries, qui vont acheter des terres. On va les appeler les nouveaux seigneurs. Ils viennent de la ville, ils n'habitent pas dans le village et ils viennent de la ville pour s'enrichir. Donc, ces gens-là vont arriver sur la ville avec l'idée, il faut que la terre, un, rapporte, deux, rapporte de plus en plus. C'est un investissement, on va vouloir que ça rapporte. Donc, à partir de l'arrivée des nouveaux seigneurs, les intérêts de la seigneurie et ceux du village vont s'opposer. Les intérêts de ces nouveaux seigneurs, il restait les anciens, enfin bon, qui se réduisent quand même à coup de chagrin. Donc, qu'est-ce que c'est que ces nouveaux seigneurs? Ce sont souvent des magistrats. Et ce sont des magistrats qui savent gagner à tous les coups quand il y a des procès. Alors, que faisaient les villages quand le seigneur abusait, parce qu'il y a toujours des seigneurs abusifs? Eh bien, la communauté villageoise, elle savait intenter un procès à son seigneur et elle savait le gagner également. Mais allez gagner un procès contre un seigneur si votre seigneur est magistrat. Lui, il connaît toutes les ficelles. Et les paysans se mettent à systématiquement perdre leur procès contre leur seigneur. Il y a une véritable antinomie qui se fait entre les intérêts des uns et des autres.
Or, que font ces riches investisseurs sur la terre? Ils lorgnent sur les communaux. Les communaux, c'est toute la partie de la communauté villageoise qui appartient à la communauté et pas aux particuliers, parce que les particuliers ont leur propre champ ou leur propre bien, mais les communaux font la richesse de la communauté, c'est le bois communal, c'est la prairie communale, c'est le pré communal, c'est tout ça. Et les paysans, au fur et à mesure qu'ils perdent leur procès, ils vendent leurs communaux pour payer les frais de procès. Donc la communauté villageoise se réduit, se rétrécit, et la paysannerie s'appauvrit. Donc Louis XIV et par Colbert et les intendants qu'il envoie, fait barrage aux prétentions des nouveaux seigneurs qui veulent s'approprier tous les communaux. C'est-à-dire que la royauté a véritablement sauvé, Louis XIV et Colbert ont sauvé la paysannerie pour quelques décennies d'une tentative absolument prédatrice des nouveaux seigneurs qui voulaient s'approprier les communaux et transformer la terre en moyen de s'enrichir, en moyen de se faire des revenus. Alors que ce sont des gens, s'ils ont investi dans la terre, c'est qu'ils avaient déjà de l'argent et donc ils avaient d'autres activités. Hein. C'est en plus. C'est pas des gens qui viennent à la terre pour y travailler. Ce sont des gens qui investissent dans la terre pour faire des gros sous. Alors, les nouveaux venus sont le plus souvent des non-résidents. Ils ont acheté pour investir et ils ne participent en aucun cas à la vie du village. Ils n'en partagent pas les charges. Donc, la terre est devenue un objet de spéculation. On l'achète pour la revendre plus cher, évidemment. Alors, qu'est-ce qui va faire que la terre va pouvoir rendre? C'est si on plante du grain. Pourquoi? Parce que le grain, c'est le pain, et le pain, il y en a toujours besoin. Donc, si on réussit à faire beaucoup de pain et à faire un commerce de grains, ça sera un commerce très lucratif et la terre va donner. Et ça va être le grand sujet des Lumières. Je vous renvoie à la conférence que j'ai faite sur la paysannerie bourguignonne, où je vais donner beaucoup plus de détails. Là, on va passer à une autre partie du sujet, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Pour les gens qui ont investi dans la terre, les gens qui ont investi dans la terre ont intérêt à ce que le grain, c'est-à-dire le blé, soit cher. Pour l'ensemble de la paysannerie qui vit de la terre, on n'a pas intérêt à ce que le grain soit cher, puisque la plupart des paysans l'achètent. Le grain, tous les paysans ne sont pas des producteurs de blé. Les paysans, ils produisent des légumes, ils ont des troupeaux, ils ont beaucoup de viande. Hein. La France est un pays carnivore, contrairement à ce qu'on peut essayer de nous faire croire. Il y a les légumes, il y a les fruits, il y a le vin, il y a tout ce qu'on veut, et la plupart des gens achètent leur pain. Donc, si le grain se met à flamber, il va être prohibitif pour la paysannerie et il va être lucratif pour les nouveaux seigneurs. Alors, le mouvement des Lumières et des physiocrates, les physiocrates sont les maîtres à penser de ces nouveaux propriétaires. Les physiocrates, il y a d'abord les nouveaux propriétaires, ensuite les physiocrates qui vont se présenter et qui vont expliquer comment tout le monde va s'enrichir si on suit leur bon conseil. Donc, la physiocratie, c'est une théorie qui est née dans les salons à la mode où on refait le monde en chambre. Hein, on connaît ça, nous aussi, on a nos intellectuels qui viennent sur les plateaux de télé en disant yaka, yaka, yaka. Eh bien, les physiocrates, c'est ça, ils vont dans les salons et disent yaka, yaka, yaka. Alors, ils disent quoi? Ils disent, nous, on est éclairés, on veut être moderne, on est sage, on est raisonnable, on est des philosophes, et le monde que nous voulons transformer, c'est obscur, rétrograde, imbécile, en un mot, catholique. Voilà, vous avez compris. Il y a les catholiques qui veulent la tradition, et puis il y a les gens plus intelligents qui vont vouloir tout vous renverser et faire du mieux. Alors, la chute du ministère de Horry, c'était le dernier ministre de Louis XV qui était capable de faire des économies sages et de savoir ménager absolument tout le monde. Le clivage, c'est 1745. 1745, c'est pile le début du règne de la Pompadour. Et le début du règne de la Pompadour, c'est là où les lumières vont s'allumer et tout bouleverser. Désormais, quand on parle de paysannerie, on va parler rendement, produit net, investissement, et la terre, c'est devenu un objet de spéculation dans les salons, et vous allez voir ailleurs que dans les salons. Alors, en fait, on singe l'Angleterre. Bon, pourquoi? Parce que l'Angleterre, elle est vue de la France, vue de ces gens-là, c'est le paradis, c'est le pays de la liberté, oui, c'est le pays aussi où les gens se suicident au milieu des villes, tellement la misère est devenue épouvantable, c'est une horreur. La misère en Angleterre, c'est une horreur. Donc, tous ces gens qui sont éperdus d'admiration pour l'Angleterre ne se moquent comme d'une guigne de la misère effroyable qui s'est abattue sur le pauvre monde en Angleterre. Hein. Les Anglais qui font envie aux Français, ce sont les Anglais riches qui ont renversé l'ancien système solidaire et qui rêvent de faire la même chose en France. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait les Anglais? Ils ont remplacé un monde où il était impensable de s'enrichir sur le dos du voisin en vendant trop cher, en un monde où la propriété annihile tous les devoirs sociaux. Je suis propriétaire de mon bien, je fais ce que je veux avec, allez vous faire voir. J'ai raison de vouloir de plus en plus, c'est la nouvelle idéologie.
C'est la nouvelle idéologie. Enrichissez-vous. Faites de votre mieux, enrichissez-vous de plus en plus. Au milieu du XVIIe siècle, le Parlement anglais a libéré le propriétaire capitaliste, et bien un siècle plus tard, ça va être le tour de la France. Voilà, on arrive avec un siècle de retard ou un siècle de répit, parce que du retard pour les uns et de répit pour les autres. Alors, les physiocrates vont vouloir l'organisation de la hausse du prix du grain, annoncé comme devant tout résoudre. Majesté, vous manquez d'argent, mais c'est parce que l'impôt ne vous rapporte pas suffisamment. Laissez monter les prix agricoles. Et quand les prix agricoles auront augmenté, comme c'est la paysannerie que vous taxez, vous allez avoir plus de rentrée d'argent et vous avez compris le truc. On explique au roi que s'il laisse monter le prix du grain, et vous avez des tas de philosophes alors, la Pompadour, elle le recevait chez elle, hein, les philosophes. Hein, quelquefois, le roi descendait. Hein, c'était dans l'entresol de la Pompadour, elle recevait les philosophes, ils faisaient toutes leurs théories. De temps en temps, elle descendait, puis de temps en temps, le roi venait avec. Alors, écoutez, ils ont eu vraiment une influence absolument terrible, terrible sur le roi, et ils ont réussi à le convaincre que s'il renonçait à tout ce qui faisait la tradition paternaliste de la royauté, il résoudrait le problème de la dette. Alors, comme le problème de la dette était récurrent, bah, au bout d'un moment, le roi il a dit bon bah pourquoi pas, peut-être essayer. Alors, c'est quoi la théorie? C'est il faut déréglementer. Ça rappelle quelque chose, hein. On va déréglementer, c'est-à-dire qu'on va laisser le prix du grain monter jusqu'à ce que les gens pourront l'acheter. On va appeler ça le marché de l'offre et de la demande. Hein. Et la police du grain, qui était l'organisation royale qui surveillait que la population sur les marchés étaient les marchés, c'est les places de village, hein, les places de village ou les centres de ville. Les marchés qui étaient le lieu obligatoire de vente et d'achat de grains, les marchés étaient surveillés par une police qui s'assurait que la population était d'abord servie, ensuite les professionnels de l'alimentation que sont les boulangers, les restaurateurs ou les hôteliers, et ensuite les marchands qui n'avaient le droit d'acheter que ce qui était le surplus une fois que les précédents s'étaient servis. Donc ça, c'est absolument indispensable à comprendre. Ça existe depuis Charlemagne. Ça existe depuis Charlemagne, depuis qu'il y a une royauté organisée en France, la police des grains assure les subsistances. Ça veut dire le blé est apporté obligatoirement au marché. Les marchands ont le droit de faire circuler les grains comme ils veulent, à la condition d'être passés après les autres et d'avoir montré patte blanche. Et il faut le marchand, s'il est arrêté au milieu du chemin par une patrouille et qu'il a du grain dans une charrette, on va lui demander ses papiers. Où les avez-vous achetés? À quel prix? Où? Quand? Comment? Combien? Et tout. Si les papiers sont pas en règle, il est saisi. Et les papiers sont en règle, ça fonctionne. Et le marchand, il sert à quoi? Ben, il sert à porter le surplus d'un lieu là où il en manque. C'est à ça que sert le marchand. Et le marchand est indispensable. Le marchand, il est pas mal vu, il est encadré. Il est encadré par des règlements drastiques. Le marchand existe. Le marchand est indispensable. Personne n'a dit le contraire. Mais il est sous surveillance. Et les physiocrates disent, laissez faire les marchands. Laissez-les faire. Il n'y a pas besoin de réglementation. Alors, il y a autre chose. Quand vous avez une situation de crise pour des raisons diverses, le blé se met à flamber. Ben pourquoi? Parce qu'il vient de plus loin, parce que ci, parce que là. Et il y a un système royal qui existe depuis toujours, qui s'appelle la taxation, c'est-à-dire la fixation du taux maximum auquel le blé va pouvoir être vendu. La taxation se fait par la négociation, c'est-à-dire que l'autorité locale va faire venir les marchands, va faire venir les représentants des différents métiers en disant voilà, les difficultés sont telles et telles et telles, quel est le prix auquel nous allons, nous décidons que le blé sera vendu au marché. Et une fois que ce prix est fixé par la négociation, il est interdit de vendre plus cher. C'est la taxation et c'est la population réclame systématiquement la taxation dès qu'elle voit que les prix flambent. Mais a priori, la population, elle n'a pas à demander la taxation parce qu'elle se fait automatiquement. La taxation, c'est un dû, si vous voulez. On taxe parce que dès que les prix deviennent prohibitifs, on organise la taxation. Alors, pour les physiocrates, en fait, il faut laisser faire les prix par eux-mêmes. Ils disent la taxation, c'est du vol. La taxation, c'est du vol. Il n'y a rien, il y a aucune notion à laquelle le peuple tienne autant que la taxation dès qu'il s'agit d'alimentation. Et les physiocrates disent que la taxation, c'est du vol. Et les physiocrates disent ce sont les bas prix la vraie cause de la disette. C'est quand le blé est pas assez cher qu'il manque.
Alors, où ils ont trouvé ça? Dans le raisonnement, ça c'est certain. Leurs raisonnements sont imparables, mais c'est jamais vrai sur le terrain. Alors, les Lumières sont des gens qui sont ouvertement hostiles à la communauté villageoise. Ils donnent la primauté dans les villages à l'entreprise capitaliste individuelle et à toute la liberté qui va avec. Ils condamnent les communaux, ils condamnent la pâture, ils veulent le morcellement des terres, ils prêchent l'individualisme agraire. Et les nouveaux intendants, alors qu'est-ce que c'est que les intendants? Les intendants, ce sont les représentants du roi dans la province. Mais les nouveaux intendants, avec l'avancée des Lumières, vont devenir de plus en plus les représentants de la province auprès du roi. Et les intendants vont être de plus en plus contaminés par les loges maçonniques, parce que c'est par là que ça se passe. Je ne l'ai pas étudié en particulier, mais c'est évident que c'est comme ça que ça se passe. Les intendants dans les provinces se retrouvent dans des salons où ils écoutent de nouveau les nouveaux seigneurs et il faudrait faire comme si. Et de plus en plus, au lieu que les intendants soient les relais de la royauté en direction de la province, ils sont de plus en plus les relais de la province nouvelle manière en direction du roi. Et le roi va être largement abusé. Donc, les intendants se mettent à défendre les intérêts des nouveaux propriétaires et ils disent qu'ils défendent les intérêts de la paysannerie. Ils disent la paysannerie demande la liberté de circulation des grains. La paysannerie, c'est qui la paysannerie? Bon, bah, pour vous et moi, la paysannerie, c'est les gens qui travaillent la terre. Et à l'époque, la paysannerie, c'est les gens qui possèdent la terre. Et le roi, de là où il est, il ne voit pas forcément le détail. Alors, la dette de l'État va augmentant, je vous ai dit, avec l'arrivée de la Pompadour. Alors, le roi doit absolument trouver de l'argent. Les riches refusent mordicus de participer à l'effort qu'il laisse supporter à la paysannerie. Il faut comprendre que chaque tentative de réforme fiscale se heurte à un non ferme, massif et définitif de tous ceux qui possèdent de l'argent et qui ne sont pas rigoureusement la paysannerie. Aucune réforme fiscale ne sera possible avec ces gens-là. Donc, le roi, finalement, il en a assez de proposer des réformes fiscales qu'on lui oppose systématiquement, parce que le roi, et ça suffit pas qu'il dise je veux, hein, il faut qu'il réussisse à se faire obéir. Et c'est pas toujours, on verra, enfin, on a vu jusqu'au bout que c'est loin d'être évident. Donc, le roi va accepter, face à cette dette croissante, d'abandonner la réforme fiscale au profit d'une nouvelle expérience. Alors, en 1763, la France a perdu la guerre de 7 ans. Donc, elle a perdu la guerre, c'est elle qui va payer. C'est dramatique. C'est dramatique. L'argent manque. Le 7 mars 1763, Voltaire triomphe dans l'affaire Calas. Voltaire a réussi à faire accroire que la France avait condamné un innocent sous prétexte qu'il était protestant, alors que le protestant en question, il était justement, tout simplement coupable, et c'est parce qu'il était coupable qu'il a été condamné, pas autre chose, mais Voltaire, avec ses mensonges et son réseau, a réussi à faire accroire à la France entière et à l'Europe par derrière que les protestants étaient les gentils et que les catholiques étaient les méchants. Le but, vous allez voir, c'était vraiment de changer les mentalités à cet égard. Donc, les protestants sont les gentils, les catholiques sont des barbares. Ça va servir, vous allez voir. 1763, c'est la fin de la guerre entre les jésuites et les jansénistes. Par le triomphe des jansénistes, les jansénistes réussissent à faire chasser les jésuites. Or, les jésuites avaient l'oreille du roi, les jésuites avaient non seulement l'oreille du roi, mais les capacités intellectuelles et de savoir. En fait, intellectuellement, c'était des flèches, les jésuites, hein, c'est indéniable. Ils pouvaient absolument s'opposer à tous les délires des physiocrates, mais on les a chassés, ils n'ont absolument plus aucune influence. Ils n'ont plus le droit de rien dire. De toute façon, ils sont chassés. On les renvoie, on les chasse de France. Alors, pour augmenter les revenus du trésor, on va augmenter les revenus de la terre en permettant aux propriétaires de terre de s'enrichir. Alors, les physiocrates, avec un certain Laverdy qui se retrouve au contrôle général. Le contrôleur général, c'est l'équivalent du Premier ministre, ministre des Finances, en gros. Le contrôleur général, il est Premier ministre, ministre des Finances. Voilà. Les physiocrates, par l'intermédiaire de Laverdy, vont attaquer le 25 mai 1763. C'est vite fait, 25 mai. Hein. À partir de maintenant, les grains circulent librement dans le pays. Librement, ça veut dire sans aucun contrôle. On a supprimé le contrôle. C'est-à-dire que dorénavant, tout le monde peut acheter et vendre du grain où il veut, au prix qu'il veut, quand il veut. Le marché est libre. Vive la liberté. On abolit la police des grains et immédiatement, qu'est-ce qui se passe? Le prix des grains flambe. D'accord? Immédiatement, le prix du grain flambe. On assure que la hausse des prix provoquera la hausse de la main-d'œuvre. C'est malin. Vous inquiétez pas, les prix vont augmenter, mais tout de suite, la main-d'œuvre va augmenter. Où est-ce qu'ils ont vu ça? Nulle part. Nulle part. C'est des choses qu'on assène comme ça. Évidemment que non. Évidemment que non. Donc les gens s'appauvrissent. On exempte de la taille. La taille, c'est l'impôt, c'est un impôt personnel. C'est la taille, c'est l'impôt que tout le monde paye. On exempte de la taille pendant 20 ans
quiconque asséchera des marais à la campagne. C'est-à-dire que les gens, les nouveaux propriétaires, les nouveaux seigneurs qui ont acheté de la terre à la campagne, il y a un marais dans mon village, et bien je vais en faire une terre à blé. C'est bien. Et où est-ce que les bêtes vont boire? Où est-ce que les bêtes vont boire? S'en fiche. Les gens sont affolés, ils disent le roi ne peut pas avoir voulu ça. Bah si, si, il l'a voulu, en tout cas il l'a signé. Et des émeutes éclatent partout dans le pays. Les émeutes fleurissent surtout à partir de 1766. À la campagne, on voit des interventions de petits groupes de gens, entre 10 et 15 personnes, avec les femmes en tête. Alors là, il faut le savoir quand même, parce que la résistance au capitalisme, c'est les femmes qui ont mené la danse. Et les autorités s'affolent quand les femmes mènent la danse, parce qu'ils savent que quand les femmes mènent la danse, personne ne les arrêtera. Alors que quand les hommes mènent la danse, quelquefois les femmes les arrêtent. Mais là, quand les femmes mènent la danse, personne ne peut les arrêter. Donc, femmes en tête, on bloque les convois de grains au sortir des fermes sur les routes, on arraisonne les bateaux sur les rivières, et qu'est-ce qu'on fait? On saisit la marchandise et on la taxe, et on la vend. Et une fois qu'on a vendu, on paye. C'est-à-dire que ce n'est pas du vandalisme, c'est l'application par la force de ce que le nouveau système veut abolir. C'est-à-dire le contrôle par la population de ce que deviennent les subsistances et surtout du prix auquel on accepte de les payer. Donc, la taxation est désormais interdite et les femmes taxent quand même. C'est pas permis, ben on le fait quand même. Des émeutes urbaines sont impressionnantes parce que alors la campagne c'est une chose, mais enfin la ville, si le blé n'arrive plus en ville, à la campagne vous allez à la rigueur pouvoir manger autre chose, mais en ville vous allez faire comment? En ville vous allez faire comment? Vous êtes totalement tributaire du marché là en ville. Donc des émeutes impressionnantes, il y a 2000 personnes à Sens, 4000 à Amiens, 5000 à Troyes, 10 000 à Lyon. À Nancy, on voit 3 jours d'émeutes sans discontinuer pour faire baisser le prix du blé. En 1769, le roi recule et il annule toutes les mesures libérales. Il a compris, il dit bon, vous m'avez dit qu'il fallait essayer, j'ai compris. Et il arrête. L'abbé Terray arrive aux affaires. Lui, c'est un opposant à la physiocratie et aux mesures libérales. Il dit c'est pas comme ça qu'il faut gouverner. Euh, mais il hérite d'une dette qui est toujours criante, parce qu'évidemment, ça n'a rien réglé. La dette est toujours là. Elle est toujours insupportable. Donc, Terray rétablit la police des grains, il interdit l'exportation des blés et il réduit drastiquement les droits des rentiers. Alors, le roi, il a emprunté, on lui a donné de l'argent et lui, il rembourse. On est d'accord. Enfin, il verse des rentes. Et bien, Terray, il dit, ben, les rentes, on ne va plus les payer pareil. Bon, admettons que l'affaire soit bonne. Bon, d'abord, c'est du vol. Enfin, bon, c'est pas glorieux. Mais quand vous voulez réemprunter après, et que les gens vont dire, bah, c'est pas gentil c'est bien gentil de prêter au roi, mais il rembourse pas. Ben, les gens prêtent plus. Le roi a perdu son crédit. Si le roi ne paye pas les rentes, on lui prêtera plus d'argent, on lui avancera plus d'argent, on va faire comment? Eh bien, l'abbé Terray a lancé plusieurs emprunts qui ont été des échecs. L'argent ne rentre plus. Or, c'était comme ça que l'argent rentrait. Il ne rentre plus. La mort de Louis XV met fin au ministère de Terray, et là, donc le bilan de la première expérience libérale, c'est la population est contre comme un seul homme, l'endettement n'a pas changé, et c'est de mal en pis, c'est de plus en plus dramatique. Parce que les anciennes façons de faire n'ont rien donné et les nouvelles non plus. 1774, donc c'est là la mort de Louis XV et l'arrivée de Louis XVI. Louis XVI se laisse convaincre de prendre un encyclopédiste comme contrôleur général, qui a fait, dit-on, merveille comme un intendant du Limousin, c'est Jacques Turgot. Lui, c'est un libéral fanatique mais désintéressé. Alors c'est terrible, mais c'est comme ça. Fanatique mais désintéressé, c'est-à-dire qu'il veut absolument imposer ce capitalisme sauvage à la France, mais pas pour s'enrichir lui, c'est clair et net. Hein, on ne peut pas dire le riche Turgot. D'abord, il était riche suffisamment avant d'être ministre et il ne s'est pas enrichi. Quand il est arrivé aux affaires, il a divisé par 2 son traitement. C'est un libéral fanatique. Et il va proposer au roi de régler tous ces problèmes sans banqueroute, c'est-à-dire que l'État va continuer de payer, sans emprunt nouveau et sans augmentation d'impôts. Oh, comment va-t-il faire? Un miracle? Mais non, Majesté, c'est pas mal. On va augmenter les revenus par, et on recommence, le libéralisme économique. Et on repart, mais c'est pas le même roi. C'est le roi suivant. De nouveau, on va interdire la taxation.
Il va en plus supprimer les corporations, parce que les corporations, ce sont les organisations de métiers qui font que tous les ouvriers sont intégrés à une corporation auto-gérée. Les corporations, c'est le monde ouvrier qui s'auto-organise sous la protection du roi, qui leur donne le privilège de s'organiser de cette manière-là. La corporation, elle organise les normes, les salaires, les prix de vente, la morale, l'éthique professionnelle, elle a sa propre police. La corporation, c'est le monde, c'est l'univers ouvrier, autogéré, sous la protection du roi. Sous la protection du roi. Et chaque profession détermine elle-même ses règles, ses normes. Elle assure tout ce qu'a fait la Sécu après. Hein. L'assurance veuvage, l'assurance maladie, l'assurance ceci, elle prête de l'argent quand il y a besoin. La corporation, c'est vraiment le monde de l'ouvrier. C'est le monde de l'ouvrier. Et on peut rentrer dans une corporation au ruisseau, dans le ruisseau, hein, on a été ramassé dans un ruisseau, on est rentré en apprentissage et on peut terminer maître et faire des carrières. Hein. La corporation, c'est le monde ouvrier. Et ben tout ça, c'est pas bien. C'est pas bien. On supprime. Turgot veut supprimer les corporations. Et il supprime les corporations. C'est du vol. C'est du vol. Les corporations, elles ont accumulé des trésors de guerre absolument extraordinaires. Tout le savoir-faire des corporations, c'est énorme. C'est absolument gigantesque. Et que fait Turgot pour pouvoir lancer son programme libéral? Il vide les greniers à l'orée de l'hiver. Alors attendez, on n'a jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est que les greniers à l'entrée de l'hiver? Une fois que tous les grains sont rentrés, on sait que jusqu'à la prochaine moisson, il va falloir tenir. Il vide les greniers. Et les gens regardent, il est fou. Mais non, mais attendez, vous avez rien compris. Vous êtes des vieux jeux. C'est l'obscurantisme, machin, la superstition et tout. On va vous montrer. Il vide les greniers. Et dorénavant, tout le monde peut se faire marchand. Le contrôle est interdit. Il est interdit de contrôler les marchands. C'est-à-dire, c'est là, pareil qu'avant, mais en pire. Qu'est-ce que ça déclenche? Ça va déclencher la guerre des farines. Des émeutes partout en France, partout. La France se soulève contre la nouvelle législation. Le pain est devenu prohibitif et vous avez même des marchands qui rigolent en disant cet hiver, il faudra des dents en or pour manger. Et ça les amuse. Dans toutes ces révoltes qui vont donner la guerre des farines, le peuple ne vole pas le grain, il le saisit, il le taxe, il le vend le bon prix et il apporte l'argent de la vente aux autorités. Ce ne sont pas des pillages. Le peuple impose le système que la police était là pour surveiller, le peuple l'impose par ses propres moyens. À un moment donné, Versailles est attaqué. Paris va vivre 3 jours d'émeute. Le roi va voir arriver une foule dans la cour de Versailles qui dit du pain, du pain. Le roi avait assuré à Turgot qu'il ne faiblirait pas, parce que bien sûr, Turgot a dit Majesté, vous savez, des mauvais esprits vont prétendre qu'ils ne sont pas d'accord, mais je vous demande de me faire confiance. Le roi avait promis, promis. Une fois qu'il avait promis, bon, bah, il a voulu tenir la promesse. Et puis quand l'émeute est arrivée sous ses fenêtres, il a dit mais qu'est-ce qui se passe? Et on l'a vu reculer avec les larmes aux yeux. Il dit mais c'est pas possible. Je suis le roi de ces gens-là, je ne peux pas les laisser. Voilà. Donc, le roi il est pris entre sa naïveté, sa méconnaissance du terrain et puis toute la coterie odieuse qui l'entoure. Hein. Ces gens des Lumières, c'est vraiment ouf. Enfin, c'est une horreur. Les Lumières, les gens des Lumières se déchaînent. Ils écrivent tous les habitants des villages, artisans, curés, maîtres d'école, tous les petits et les pauvres sont partisans de la suppression de ce qui gêne l'agriculture. La propriété n'est-elle pas le plus sacré des droits? C'est-à-dire que on explique au roi que tous ces gens-là, ils sont contre les paysans, parce que les paysans, eux, ils veulent le libéralisme. C'est faux. C'est un mensonge. Ce sont des spéculations intellectuelles totalement coupées des réalités du terrain. On fait croire aux gens que ce sont des malfaisants qui excitent le peuple. Et on ne fait pas croire que le roi, hein, on le fait croire. Moi, j'ai vu, alors regardez ce que Voltaire a écrit sur la guerre des farines, ou lisez quelques bons bouquins bien pensants, notamment un certain Condorcet qui explique que la guerre des farines, c'est parce que des gens donnaient de l'or aux émeutiers pour que. C'est les gens qui couraient après leur pain, c'est tout. Hein, c'est clair et net. Donc, tout ce qu'on raconte, c'est que ce sont des malfaisants qui excitent le peuple, ce ne sont jamais des gens qui ont faim, ce sont des gens qui sont trop bêtes pour croire, assez bêtes pour croire qu'ils vont avoir faim. Voilà. Ils n'ont pas faim, ils craignent d'avoir faim et c'est pour ça qu'ils s'excitent. Alors, le Turgot dit, mais attendez, il y a des moyens, il crée des ateliers de charité. Les ateliers de charité, c'est ce qui nous pend au nez, hein. C'est ce qui nous pend au nez à nous. Les ateliers de charité, c'est quoi? C'est les gens n'ont plus de quoi vivre, et ben on va les parquer.
on va les parquer, puis on va leur faire casser des cailloux, on va leur faire des routes, on va leur faire, vous savez, dans les villes, il y avait des vieux remparts qui servaient plus à rien, on va leur faire tomber des remparts, on va leur faire des ponts, attendez, c'est pas de l'esclavage ça? Alors que les gens avant, ils avaient leur métier, ils vivaient dignement. Donc, on organise une pénurie dans l'assiette des gens, et on leur dit, mais vous inquiétez pas, on va vous faire des ateliers de charité. Mais les gens, ils ne demandent pas la charité. Ils ne demandent pas la charité. Puis quand ils la trouvent, ils sont quand même bien contents de la trouver, parce que sinon, c'est ça ou rien. Donc, ils sont humiliés. Les ateliers de charité, c'est une humiliation absolument sans nom. Et vous savez ce qu'on explique? C'est un complot contre la raison. Il y a des gens qui veulent pas que la raison triomphe. Et ça sera la théorie de Voltaire. Ce sont des gens qui sont opposés à la raison. Ce sont des fanatiques. Turgot, il croit à son système. Ça lui éclate à la figure. Il dit, c'est pas vrai, c'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai raison. Il veut rien entendre. Alors, il prend des mesures brutales et inédites contre les fauteurs de troubles. Alors, le blé circule librement. Le blé circule librement. Mais pour pouvoir sortir de votre village, il vous faut un souffle-conduit signé par votre curé. C'est-à-dire que pour que les blés circulent, on empêche les paysans de circuler. C'est ça le libéralisme. C'est ça le libéralisme. Et Turgot fait pendre des émeutiers. Alors ça a été un tremblement de terre dans Paris. Parce que 3 émeutiers, il n'y a pas eu de mort pendant la guerre des Farines à Paris. L'émeute a duré 2 jours ou 3 jours, je ne me souviens plus exactement, j'espère que je dis pas de bêtises. J'en ai forcément dit une parce que je n'ai pas été précise. Il n'y a pas eu de mort pendant les émeutes à Paris. Il n'y a pas eu de déprédation, c'est-à-dire que les 3 jours d'émeute à Paris pendant la guerre des Farines ont consisté à prendre du blé, à le taxer et à le vendre en dehors des mesures libérales. Bon, on a arrêté 3 émeutiers au hasard, n'importe lesquels, et on les a pendus. Pendus. Le roi avait le droit de grâce. La foule a hurlé grâce, 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 grâce. La grâce n'est pas venue. Pourquoi? Parce que le roi était sous la domination de Turgot, à qui il avait promis de le laisser faire. Donc on a pendu 3 personnes qui se sont battues pour pouvoir manger, pour que le peuple puisse continuer de manger comme il le faisait depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, c'est-à-dire par un système solidaire, juste, humain, euh, j'allais dire normal. Parce que ce qui est anormal, c'est ce qui est en train de se passer. La norme pour les Français, c'est que tout le monde puisse se nourrir au bon prix. C'est d'ailleurs la justification de la royauté. Qu'est-ce que le roi? Le roi est celui qui, un, rend la justice, deux, s'assure que tous ses sujets mangeront à leur faim. Voilà. Donc, Turgot empêche la libre circulation des personnes pour que les grains puissent circuler. Il fait pendre des émeutiers. Je vous ai dit, il supprime les corporations. Et qu'est-ce qui se passe? Au moment où on supprime les corporations, les salaires s'effondrent. Ben oui, puisque les corporations assuraient le salaire. Donc, il n'y a plus de corporation. N'importe qui peut vous embaucher en disant, voilà, toi, j'ai du travail pour toi. Le salaire, ah ben, je te donne ça. Tu n'es pas d'accord, mais tu n'es pas obligé. Les salaires s'effondrent. Alors, il y a des gens qui vont voir Turgot en disant, dites, monseigneur, vous supprimez la police des grains, le prix du pain augmente, et vous supprimez les corporations, les salaires s'effondrent. Comment les pères de famille vont-ils nourrir leurs enfants? Alors, la réponse de Turgot, elle vaut son pesant d'or, d'or, on va dire de cacahuètes, parce que c'est, on va dire, son pesant d'or. Et j'ai le texte, j'ai le texte de Turgot, il date du 2 mai 1776, je crois. Il n'y a qu'à faire travailler les enfants. Si le père ne peut pas nourrir ses enfants, il n'y a qu'à les mettre au travail. Donc, ça date de là. D'accord? Voilà. C'est Turgot qui a inventé le travail des enfants. Ça fera les petits. Tout le 19e siècle, ça sera ça. Et en plus, bon, le peuple est bête, il ne sait pas. Il ne sait pas. Le peuple, il est vraiment trop bête. Donc, on ne peut pas faire confiance au peuple. Donc, on va remplacer un réformateur intelligent par un autre réformateur intelligent. On ne veut pas entendre ce que dit le peuple. Le 12 mai 1776, fin de la deuxième expérience libérale, le roi envoie Turgot parce que trop, c'est trop. C'est-à-dire le pays est en insurrection. On est en 76, on n'est pas en 89. Bilan de cette deuxième expérience, la dette a encore augmenté, comme de bien entendu. Le crédit du roi a encore baissé. Il est de plus en plus difficile de trouver de l'argent. Les plaintes des paysans pleuvent, pleuvent. Ils n'ont plus d'eau pour leurs bêtes parce que les points d'eau sont asséchés. Les mares fournissaient pas seulement de l'eau, mais elles fournissaient du poisson, des oiseaux, enfin bon,
un tas de choses dont les gens avaient besoin. La cherté a enrichi les riches et elle a encore appauvri les pauvres. Et on a vu apparaître une nouvelle misère qui n'est justifiée par aucun des fléaux habituels que sont les guerres, le climat, c'est-à-dire le ciel et les malheurs de la guerre, quoi. Là, on est en temps de paix, les moissons sont en principe bonnes et les gens ont faim et disent là, ça va plus, c'est quoi? C'est quoi? Ben, c'est le monde nouveau qu'on nous prépare. Donc, les paysans désormais n'ont plus de terre, qui sont accaparés par des riches qui font travailler leurs valets. Les riches prennent et ne donnent jamais. On a clos les champs qui interdisent les usages communs. C'est la remise en cause du droit de vaine pâture qui permettait à tout le monde de vivre. Le petit paysan est endetté comme il l'avait jamais été avant. Tous les paysans sont endettés. Donc, ils vendent tout ce qu'ils ont pour travailler chez les autres. Ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas avant. Les riches rachètent tout à bon compte. La paysannerie est en état d'insurrection. 29 juin 1777, arrive au ministère un nouveau venu qui s'appelle Jacques Necker. Il va être nommé directeur général des finances pour rétablir les finances du roi. Alors, on va rétablir les finances du roi, on va rétablir les finances du roi, à chaque fois on recommence et on va rétablir cette fois-ci les finances du roi. Alors grâce à qui? Jacques Necker, il est quoi? Il est banquier, ça c'est nouveau, on ne connaissait pas les banquiers. Il est genevois, c'est-à-dire qu'il n'est pas français. Et il est protestant. Merci qui? Merci Voltaire. La France catholique n'aime pas les protestants. Mais maintenant, la France catholique n'aime pas les protestants. Elle est vilaine, elle torture, elle est contre la mort, gna 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 gna. On a bien réussi à culpabiliser tout le monde. Et maintenant, on va pouvoir prendre un Premier ministre, l'équivalent d'un Premier ministre. C'est pas un Premier ministre, disons un contrôleur général, qui va s'appeler Jacques Necker et qui est protestant. Et ça va passer. Au même moment, un franc-maçon qui s'appelle Benjamin Franklin débarque en France. Et il vient convaincre le roi de se battre pour les insurgents américains contre l'Angleterre. Alors, l'Angleterre, c'est quand même l'ennemi héréditaire. Et vous avez là un franc-maçon qui vient voir le roi en disant Majesté, Majesté, aidez les insurgents américains à battre l'Angleterre. C'est-à-dire qu'on vient proposer au roi d'aller faire la guerre. Et vous savez, la guerre, c'est une ruine. La guerre, ça se paye. Pendant que vous faites la guerre, vous ne produisez rien. La guerre, elle rapportera éventuellement, mais la guerre, a priori, c'est une ruine. Donc la dette est déjà énorme et on va aller convaincre le roi d'aller faire la guerre pour rien en empruntant à qui? À Necker. Il est ministre, il est banquier. Ah, elle est pas belle la vie, elle est pas belle la vie. Donc Necker va dire, eh ben en avant-marche pour la guerre. C'est le roi qui décide la guerre, mais enfin il a quand même des conseillers pour le pousser à la faire. Donc le roi va faire une nouvelle guerre. Il va pas augmenter les impôts parce que on a une solution miracle. C'est Necker qui va prêter de l'argent. Et il va pas faire que prêter de l'argent. Alors, il emprunte à Necker, le roi emprunte à Necker à qui mieux, mais Necker va inaugurer une nouvelle forme de rente. Alors, je vous expliquais que les dernières rentes, elles ne rentraient plus, parce que l'abbé Terray, il n'arrivait pas à faire rentrer l'argent. Donc, on va inaugurer une rente viagère sur 30 têtes très jeunes. Et Necker va dire, voilà, Majesté, je vous propose de verser une rente à des gens qui vont vous prêter. La rente sera garantie sur 30 jeunes filles genevoises. Pourquoi jeunes filles? Parce que plus elles sont jeunes et plus ça ira. Pourquoi genevoises? Parce que conditions d'hygiène, longévité assurée, bonne famille, etc. Celui qui va prêter sur 30 têtes, il est quand même assuré de toucher sa rente pendant longtemps. Et puis comme le roi, il n'a plus d'argent, bah, il va dire d'accord, il n'a plus le choix. Donc il va accepter des conditions ahurissantes, ahurissantes de garantie des emprunts qu'il fait, qui vont être une ruine, et le public va se ruer. Regardez, Majesté, l'argent rentre, tout va bien. Après, il va falloir payer. Les anciennes rentes viagères sur la tête du créancier duraient environ 20 ans. Je vous ai dit, en général, les gens qui prêtaient au roi, c'était des gens qui avaient entre 50 et 60 ans. Il y avait une espérance de vie de la rente qui dépassait pas 20 ans. Les nouvelles rentes vont atteindre 60 ans. Et Necker va en créer en série. Mais les prêteurs se précipitent. L'affaire est bonne. On se bat pour avoir des rentes Necker. En moins de 5 ans, Necker a emprunté 530 millions de livres qui s'ajoutent au déficit précédent. Je crois qu'il a multiplié la dette par 20, je ne sais plus. J'avais fait le calcul. Oh, c'est bête, j'avais fait le calcul, j'ai oublié de le mettre. Mais ça, c'est le prix de la guerre en Amérique. Mais c'est pour le bénéfice de qui, ça? Vous savez à qui elle va rapporter, la guerre en Amérique? Qui elle va rapporter?
La France va rien tirer et à peine la paix signée, les Américains vont se retourner en direction de l'Angleterre. Une trahison ahurissante. Et le ministre qui a vu passer ça a failli tomber dans les pommes. Il était suffoqué, suffoqué. On a fait la guerre pour l'Amérique pour rien. Mais on se retrouve avec 530 millions de nouvelles dettes sur des rentes absolument ruineuses. La France continuera de payer encore en 1885. 100 ans et 4 révolutions plus tard, cette dette ne sera pas éteinte. Or, en 1781, Necker, qui alors vraiment, lui, c'était le ministre relations publiques. Alors, son agent de relations publiques, c'était Madame Necker. Alors elle s'y connaissait, c'est faire passer son mari pour le plus grand, le plus beau, le plus généreux, le plus merveilleux. Enfin bon, elle passait son temps à faire de la propagande pro Necker. Et Necker s'y connaissait aussi, et il a fait un compte rendu de sa gestion qu'il a trouvé tellement génial qu'il l'a imprimé partout et qu'il l'a répandu absolument partout. Le compte rendu de la gestion de Necker, dans lequel il a même pas fait apparaître la dette. Alors il fait un compte rendu de gestion dans lequel, attendez, mais vous vous rendez compte d'un escroc? Alors là, je peux vous dire que la royauté est aux abois. On est en 1781. Le roi renvoie Necker. Et à ce moment-là, tous les rentiers, ils disent, mais s'il renvoie Necker, qui est-ce qui va nous payer nos sous? C'est Necker qui garantissait tout ça. Alors à partir de maintenant, on navigue à vue au milieu des dettes. Hein. Alors on continue de faire appel aux lumières des lumières. Comment faire pour trouver de l'argent? Vous avez un monsieur qui s'appelle Dupont de Nemours, qui est également toute la bande des physiocrates. C'est un protestant cosmopolite, comme on dit, physiocrate de chez physiocrate. C'est lui qui va négocier le traité, enfin c'est pas lui qui va négocier, hein, c'est le traité de Eden-Renval, ce sera Eden et Renval qui vont négocier, mais c'est lui qui va inspirer le traité Eden-Renval, annoncé en 1783, c'est le traité de paix avec l'Angleterre, et lui, il dit, pour sauver la France du marasme, il faut absolument introduire les méthodes anglaises, et on signe, la France signe en 83, et ça va être appliqué en septembre 86, un traité de libre-échange avec l'Angleterre. Et ça, le libre-échange, il a été annoncé comme devant, bien sûr, continuer de régler le problème toujours insoluble de la dette. Et qu'est-ce que c'est que ce traité de libre-échange? Les produits anglais à bas prix, produits par des enfants réduits à l'esclavage, je veux dire, le niveau de vie du monde ouvrier en Angleterre à cette époque, c'est déjà l'épouvante. C'est déjà l'épouvante, parce qu'eux aussi ont eu des corporations qui ont été abolies. Et ces produits arrivent à bas prix et vont créer un chômage ahurissant. La foudre s'abat sur le royaume de France. Plus aucun ouvrier n'arrive à vendre ses produits qui sont concurrencés par des produits de moins bonne qualité, qui sont en très grande quantité et qui sont beaucoup moins chers. Ça s'appelle le libre-échange. Une misère épouvantable, épouvantable, ça bat sur la France. C'est épouvantable. C'est comme la foudre sur le peuple. Des milliers d'ouvriers au chômage quittent les villes pour errer à la recherche du travail, et faute de travail, pour errer à la recherche de pain, à manger, à manger. Le roi n'a même pas les moyens sur sa cassette personnelle d'envoyer des secours aux villes qui supplient qu'on leur vienne en aide. C'est une horreur. C'est une horreur. Le roi convoque les notables à qui il va demander avis et conseil. Parce que le roi, quand il peut plus, il appelle ses conseillers. L'assemblée des notables va donner des conseils et le roi décidera. C'est le principe de la royauté. Le roi demande toujours conseil et c'est lui qui décide. Ça s'appelle la royauté absolue. Ça ne veut pas dire que le roi il décide tout seul, mais une fois qu'il a décidé, c'est fait, c'est fini. Donc, il convoque l'assemblée des notables et le 22 février 1787 s'ouvre la première séance. Qui sont les notables? Mais c'est toujours les mêmes. On leur demande de payer des impôts. Vous savez qui est-ce qui paye les impôts sous l'Ancien Régime? Il y a 3 types d'impôts. Il y a 2 types d'impôts. Il y a l'impôt sur le revenu, enfin l'impôt sur la taille, enfin tous les impôts que paye le peuple. Et vous avez, dont sont exempts les nobles. Pourquoi? C'est pas parce que les nobles ils veulent pas payer, c'est parce qu'ils payent de leur sang. C'est-à-dire que les nobles, ils payent l'impôt du sang. Et on peut pas demander aux nobles, enfin, c'est ce qu'ils assurent, mais c'est un peu frappé au coin du bon sens. Vous nous demandez de nous faire trouer la peau, Majesté, quand vous avez besoin qu'on aille faire la guerre, on le fait, mais on va pas en plus payer.
Mais le problème, c'est que les anoblis, c'est-à-dire tous les magistrats, toute la magistrature, tous ces gens qui sont extrêmement riches, ce sont eux qui vont essentiellement investir dans la terre. Eux, ils sont anoblis. Comme nobles, ils ne payent pas d'impôts, mais ils ne payent pas l'impôt du sang. Ils payent rien. Ils payent rien. Eux, ils payent rien. Alors l'Église, elle paye quoi? Mais l'Église, attendez, elle rend tout le service public gratuit. D'abord, l'Église, elle n'est pas payée par l'impôt, elle est payée directement par la population, par l'intermédiaire de la dîme, et l'Église rend gratuitement tous les services dont on va faire après 10, 20, 30 ministères. L'Église, elle assure la gratuité de l'enseignement, elle assure la gratuité de la santé, elle assure la gratuité du service des pauvres, elle assure l'université, elle assure la recherche, elle assure tout. L'Église, elle fait tout gratuitement. Gratuitement. Alors, qui est-ce qui doit payer? Il n'y a qu'à faire payer les pauvres. Ben non, les pauvres, ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Et tous les notables refusent de voter des nouveaux impôts qui les toucheraient. Ils ne veulent pas. Par contre, on leur dit qu'il faut augmenter les revenus de la terre. Eh ben, ils vont dire d'accord, troisième expérience libérale, on va recommencer. On va recommencer. Et là, on est en 87. 87. Le 17 juin 1787 est réinstaurée la libre circulation des grains. Et là, on ne s'en remettra pas. On continue de persuader le roi que les paysans le demandent. Il pense que l'échec du Turgot a été dû à la résistance des privilégiés. Lisez des choses sur ce qu'on disait de l'époque. Turgot, il a été renversé par les privilégiés. Tiens donc, tiens donc. Il a été renversé parce qu'il mettait le peuple en furie. C'est ça le problème. Alors, le roi veut bien faire, mais la dette est à présent abyssale et rien ne semble devoir régler le problème. La misère est atroce partout. En plus, il y a eu des orages épouvantables. Vous savez, le malheur s'est abattu comme une nuée de sauterelles sur le royaume de France. Il y a eu le traité de libre-échange avec l'Angleterre. Il y a eu des orages absolument terribles. Je crois qu'il même il y a eu une éruption du volcan qu'on a eu il y a quelques années. Là. Enfin bon, ça a été une succession de trucs absolument épouvantables. Et en plus, on n'a plus le droit de taxer le blé. Et de nouveau, la libre circulation des grains va faire que le prix du blé va augmenter, augmenter, augmenter. Août 1788, le trésor est aux abois. Le trésor est aux abois. Le trésor ne peut plus payer en numéraire. On n'a plus les moyens de sortir le moindre sou. Fin août, on rappelle Necker, parce que lui, il est banquier, donc il a encore de l'argent. Il prend des mesures de subsistance, mais sans changer le fond. C'est-à-dire qu'il prend des mesures de subsistance. Par exemple, il interdit qu'on exporte à l'étranger du blé. Alors, dans l'ancien temps, au temps de Henri IV, par exemple, si quelqu'un était pris à exporter du blé en période de difficulté, c'était crime de lèse-majesté, c'était la peine de mort. Hein. Mais les physiocrates, ils disent que c'est bien. Bon, alors Necker, il va dire, on va laisser circuler le blé, mais on va interdire l'exportation. Comme ça, il se fait une réputation de ne pas être trop libéral, et puis il continue de faire quand même passer l'arbragé du reste. Donc, en fait, le libéralisme est installé. Le libéralisme est installé. On n'a pas le droit de taxer. Le blé arrive sur les marchés quand les marchands veulent bien et c'est au prix qu'ils veulent. Enfin bon, le peuple réclame la taxation, 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 interdit, taxation, interdit, taxation. Le peuple veut la taxation et les autorités interdisent la taxation. Des émeutes de la faim éclatent partout. Et comment sont-elles réprimées, ces émeutes de la faim? Ben, mollement, mollement. Parce que la police et les autorités savent que la révolte est justifiée. C'est-à-dire que la royauté est aux abois. On ne sait plus quoi faire. Donc les gens taxent, ils n'ont pas le droit de taxer, ils taxent quand même. De temps en temps, on en arrête, puis après on les relâche. Et c'est le chaos qui s'installe. C'est le chaos qui s'installe. Comment voulez-vous que le roi se fasse respecter après avoir laissé passer des mesures pareilles? L'anarchie s'installe. Tout devient permis. Tout devient permis. Et c'est ça qui va déclencher cette situation d'instabilité et de violence qui va faire que c'est le plus méchant, c'est le plus odieux, c'est le plus épouvantable et c'est le plus pour long. Les États généraux sont la seule instance qui soit capable de voter de nouveaux impôts. Or, à partir du moment où on est dans cette situation-là, maintenant, il va falloir voter de nouveaux impôts. Et pour voter de nouveaux impôts, c'est les États généraux. Les États généraux, c'est l'Assemblée générale des États, c'est-à-dire qui sont les assemblées de province. Alors, d'habitude, les États sont rassemblés pour voter des impôts pour payer une guerre, par exemple. Mais là, on va assembler les États généraux pour payer
pour rembourser une dette. C'est nous. On va demander aux États généraux de voter des impôts pour rembourser une dette. Et cette dette est due aux bourgeois qui ont prêté au roi. Et ces bourgeois seront les représentants du tiers-État. Hein, on dit le tiers-État, c'est le peuple. Tiens donc, le tiers-État, c'est pas le peuple, c'est tout ce qui n'est pas noblesse et clergé, c'est-à-dire toute la bourgeoisie des villes et des campagnes. Donc, comme ces gens-là ne veulent pas se taxer pour se rembourser, ils vont trouver autre chose. Alors, quand les États généraux sont convoqués pour 1789, la paysannerie s'est exprimée. Elle veut ressusciter la vieille communauté villageoise, retrouver les usages disparus, récupérer les communaux, faire reculer le règne de l'argent. Et on va lui proposer autre chose. Alors, c'est ce que j'ai dit dans cette conférence que j'ai donnée il y a 2 jours. À cette date, le paysan a perdu le paysan, c'est-à-dire le français, hein, il a perdu 80% de son niveau de vie en un demi-siècle. Le 29 août 1789, malgré les hauts prix et les troubles qui sévissent depuis des mois, la constituante, c'est-à-dire l'Assemblée qui s'est autoproclamée Assemblée constituante à partir la réunion des États généraux, c'est-à-dire que les délégués aux États généraux, il y a des élections qui sont organisées, et les délégués envoyés à Versailles vont s'autoproclamer constituants. C'est-à-dire qu'ils disent on va créer une constitution. Or, il n'y avait pas de constitution à la France. Pourquoi? C'était quoi la constitution? C'était les précédentes lois. Et la loi, elle était à l'origine issue de la tradition, des usages. Et maintenant, on dit maintenant, non, on va faire une constitution, on va voter des lois, on va faire différemment. Et dès le 29 août 1789, que fait cette nouvelle Assemblée constituante? Elle déclare la libre circulation des grains totale à l'intérieur du royaume. Elle constitutionnalise ce qui avait été une décision royale qui pouvait être reprise. Parce qu'on a vu le roi faire et défaire. À partir du 29 août 1789, la libre circulation des grains est constitutionnelle. Et le roi n'a plus de pouvoir. Il ne peut plus revenir en arrière comme Louis XV l'avait fait en 1769 et comme lui, il l'avait fait en 1776. Il ne peut plus revenir en arrière. La royauté française a sombré entre les deux mâchoires de la dette qui ruine le roi et le contraint à se renier et à supprimer la police des grains, la dette qui ruine le paysan et le contraint à aliéner son bien pour faire rentrer la terre et les propriétaires étrangers à la terre, ennemis du bien commun, pour faire rentrer à la terre les ennemis du bien commun. Et en septembre 1792, à l'issue d'un bain de sang abominable, ce sont les massacres de septembre, la République est proclamée. Alors, tenez-vous bien, la République va être proclamée par un tiers des députés élus avec 10% des inscrits représentant 50% de la population. C'est-à-dire 1,6% de la population en âge de voter. C'est eux qui vont renverser la royauté. Et le peuple qui n'est pas d'accord, on va le massacrer. Le 8 décembre 1792, la Convention, c'est-à-dire la nouvelle Assemblée constituante, en fait la République, proclame solennellement la liberté la plus entière de circulation des grains et la peine de mort pour quiconque s'opposera à cette circulation des subsistances. La Révolution a triomphé. Le capitalisme a remplacé la royauté. Quelques mois plus tard, la Convention montagnarde, alors c'est le peuple, Robespierre c'est le peuple, va adopter un système dirigiste du maximum des prix et des réquisitions qui régnera pendant la terreur. On va dire, le peuple, il ne peut pas parce que le pain est trop cher. Or, la taxation était négociée. Là, c'est plus négocié. On impose un prix. Et on ne peut pas imposer des prix. On ne peut pas imposer des prix. Comment voulez-vous imposer des prix comme ça? Parce qu'un crétin a décidé que le prix, ça sera ça. Donc, ça mécontente absolument tout le monde. Les gens ont faim. La population était protégée par l'interdiction de faire sortir les grains avant que le peuple se soit servi. Jamais la Révolution ne reviendra sur ce principe de modération et de négociation entre les partis. Jamais. Ils ne voudront jamais. Toutes les solutions qui seront adoptées par la Convention montagnarde, par tous ceux qui se prétendent du peuple, ça sera toujours des solutions dirigistes, autoritaires et opposées à la volonté du peuple, qui est totalement exclue des décisions qui étaient les siennes au temps de la taxation et de la police des grains.
Alors qu'est-ce qu'on va faire pour ce pays? On va piller les biens de l'Église pour payer la dette. Bah oui, l'Église, elle a de l'argent. Alors incidemment, au moment où la dette, où le problème de la dette a été à l'ordre du jour aux assemblées, alors je ne sais plus si c'est l'Assemblée législative ou si c'est la Convention, je ne me souviens plus laquelle, peu importe. À un moment donné, les représentants de l'Église ont dit, le crédit du roi est au plus bas, le crédit de l'Église est total. Nous vous proposons de solder intégralement la dette en engageant un nouvel emprunt sur les biens de l'Église. Nous soldons la dette en 24 heures. Et les conventionnels ont refusé parce qu'ils ne voulaient rien devoir à l'Église. Et il y a je ne sais plus qui a dit: bienheureux déficit, grâce à qui on a eu la liberté. La liberté de quoi? La liberté de s'enrichir et de faire suer le pauvre monde. Donc, on va piller les biens de l'Église pour payer la dette et le peuple va se soulever contre la perte de son identité catholique et royale. Ce sera le massacre généralisé qu'on va nommer le populicide vendéen. Mais il n'y a pas eu que le populicide vendéen, il y en a eu bien d'autres. Alors, la République est née dans le meurtre de masse, le mensonge et le renversement de toutes les valeurs auxquelles le peuple était attaché. Et la République a gravé dans le marbre l'entrée de la France dans le système capitaliste. Capitaliste, ce n'était pas le cas avant et c'est le cas depuis. Alors, un petit détail qui peut sembler intéressant pour comprendre euh, un certain tournant de la Révolution. Je vous ai expliqué les rentes viagères sur 30 têtes. Donc, vous pouviez également prendre une rente viagère sur votre fils ou votre petit-fils ou le fils de la voisine ou le fils de la concierge. Hein, si on faisait une rente viagère, on la gageait sur qui on voulait, et une fois que c'était signé, bon, ben, c'était signé. Alors, il y avait des gens qui avaient constitué des rentes viagères sur la tête du roi, parce que s'il y avait une tête qui était protégée, c'était bien la tête du roi quand même. Hein, s'il y a une tête qui était... Hein, bon. Donc, il y avait des rentes qui avaient été constituées sur la tête du roi, puis sur la tête de la reine, puis sur la tête du duc d'Orléans. Hein, c'était bien des têtes protégées contre le risque de mort prématurée. Eh bien, quand ces trois têtes sont tombées, le nouveau pouvoir a éteint en 3 coups successifs 400 000, 200 000 et 250 000 livres de rente annuelle. 1 million d'économies par an, c'est malin, hein? C'est incroyable. Incroyable cette histoire, Marion, que vous nous Bah, racontez. c'est notre histoire. C'est Tout à notre fait. histoire. Mais Alors, vous c'était. savez, pour lire ces belles choses, il faut lire Françoise Chandernagor. Françoise Comment? Chandernagor. Vous pouvez répéter? Françoise de Chandernagor. Elle a écrit L'Enfant des Lumières, entre autres. Elle a écrit d'autres choses. Françoise Chandernagor, elle écrit sur Necker avec une dent, mais alors, oh là là, elle a la dent dure contre Necker. Il faut lire Françoise Chandernagor. Il faut lire, bon, alors Les Paysans de la Bourgogne, hein, dont je m'inspire beaucoup. Il faut lire euh, Hippolyte Taine. Hippolyte Taine. Mais Hippolyte Taine, c'est pas lui qui a le mieux compris le système économique, mais l'enchaînement de la violence et toutes ces choses-là. Bon, je pourrais envoyer une bibliographie quand même. Hein, j'enverrai une bibliographie, une petite bibliographie qu'on mettra en note. Voilà. Mais c'est hyper intéressant, hein, ça permet vraiment de comprendre, surtout qu'on peut faire plein d'analogies avec les temps actuels. Oui, oui, Et c'est toujours le encore même, une fois, c'est le même mmh, système, c'est toujours le même système. C'est toujours le et même système. Et encore une fois, on voit encore, vous disiez l'Angleterre avait quasiment un siècle d'avance, hein, sur, cette libéralisation de l'économie, Ouais, et tout ouais. ce monde orthodoxe, qui après s'est greffé avec le monde des banquiers, des financiers et c'est vraiment intéressant d'avoir, ce parallèle aussi. Peut-être une petite question avant de faire une petite synthèse, j'ai pris quelques notes pendant votre exposé, c'est bouleversant, va falloir digérer tout ça et continuer à approfondir. C'est, Clafoot qui nous dit sur Twitch: «L'histoire semble se répéter encore et encore. Le roi Mmh. s'endette et le peuple en paie le prix. Quelle serait la façon que nous aurions à entendre chacun pour ne plus tomber dans le même piège?» Voilà, c'est une question qui n'a pas forcément de réponse, hein, mais Oui, alors si on savait, on l'appliquerait. Mais déjà, rendre le pouvoir au peuple, c'est-à-dire que toutes ces décisions qui ont été prises, toutes les décisions qui ont été prises pendant la Révolution sont des décisions qui ont été prises par des gens qui se prétendaient représenter le peuple. Or, le peuple n'a pas besoin de représentants. Je veux dire, dans l'ancien système, le peuple s'auto-organisait. Le principe de la Révolution, ça a consisté à retirer le pouvoir, retirer le pouvoir aux gens pour le donner à des gens qui, au loin, allaient décider en lieu et place des populations. Donc, tout ça, c'est l'arnaque. Et l'arnaque est double. Il y a les représentants qui vont aller représenter sans aucun contrôle et qui vont être financés par qui? Par les petits malins qui tiennent les cordons de la bourse. C'est tout. C'est les petits malins qui tiennent les cordons de la bourse. Alors, il est évident que s'il n'y avait pas eu tous ces problèmes récurrents de financement des finances royales, ça se serait passé autrement. Mais c'est comme ça. Bon, les rois avaient besoin d'argent pour pouvoir assurer la marche du royaume
Et voilà, voilà. Mais il y a eu il y a eu un moment au XVIIIe siècle où les finances étaient en équilibre, hein. Juste avant l'arrivée de la Pompadour, en 1743, les finances étaient en équilibre en France. Parce qu'il y a eu sage économie. Et puis, bon, ben, je vous dis, la corruption du roi, l'arrivée de la Pompadour qui, elle a éloigné systématiquement tous les ministres compétents. Je veux dire, comment un roi peut-il laisser faire une chose pareille? Alors, s'il couche avec des petites filles, bah, ceci explique cela, hein. La corruption, elle est tous azimuts. La royauté est tombée de sa propre corruption. Et on l'a bien aidé aussi, mais ce qui est très intéressant, vous Ah, rappelez, ça c'est dans cette clair. conférence que la communauté va, j'espère, regarder sur les paysans bourguignons et les Lumières, la dernière conférence sur votre chaîne. Ce qui est très intéressant, c'est que nous, dans notre éducation, dans ce qu'on nous a appris à l'école principalement, hein, parce qu'on a peu étudié cette époque, au-delà du primaire, ou peut-être un peu au collège aussi, c'est le fait qu'en fait, avant la Révolution, ou en tout cas avant 1950 et toutes ces attaques qui ont été répétées décennie après décennie, et bien en fait, vous expliquez dans cette conférence qu'au début, tous les citoyens se réunissaient à l'église le dimanche matin. Il y avait une transmission des informations un peu comme la radio de l'époque avec le prêtre qui Ah, par l'intermédiaire informait du curé. sur plein de sujets et d'actualités, on va dire, de la commune. Et Mmh ensuite, ils mh. se réunissaient sur une place ou dans un espace commun et ils faisaient des assemblées générales, des assemblées populaires qui permettaient de prendre des décisions à l'échelle de la commune. Et Oui, toute cette dimension de commun et de démocratie locale à l'époque de l'Ancien Régime. C'est des faits historiques qui sont totalement mis de côté et on nous donne une absolument. version très, très obscure, les obscurantistes, hein, de cette époque. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Quelques Mais petites vous savez, remarques. Oui. les mots ont été renversés, les valeurs ont été renversées, c'est une chose, mais les mots ont été renversés. On dit, on est dans une démocratie. Une quoi? Une quoi? Attendez, la démocratie. Attendez, si les assemblées villageoises, c'était pas la démocratie, c'était quoi? Le village, il s'autogérait, c'est bien de la démocratie locale. Alors, le village ne décidait pas des guerres, mais attendez, le roi, il était là pour ça. Le roi, il était au-dessus. Mais la démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple, c'est au niveau local que ça s'appliquait, mais ça s'appliquait bien. J'ai l'habitude de dire maintenant, parce que c'est tellement parlant, les gens peuvent véritablement comprendre, comment s'appelait le ministre de l'Éducation sous Louis XV? Ministre de quoi? Vous plaisantez? Quelqu'un qui va décider de l'éducation. Mais qui c'est qui décide de l'éducation? C'est chaque village. Chaque village décide de l'éducation qu'il va donner à ses gosses. Ça se décide en assemblée générale. Un ministre, vous plaisantez? Plus on invente plus les décisions sont prises loin des gens et plus on appelle ça la démocratie. Mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. Le principe de Le roi subsidiarité. n'aurait pas dicté à un village un programme scolaire. Ça va pas, non? Mais c'est aux parents de décider quand même. Bah alors, vous imaginez? Le monde qui nous sépare de nos aïeux. C'est le village qui décidait ce qu'on allait apprendre aux gosses. Et devinez ce qu'ils voulaient qu'on apprenne aux gosses. Devinez. Ben, Lire, écrire, compter. Hein? On ce qu'on leur sait plus faisait faire. pas faire du tri sélectif et puis dessiner des machins et puis choisir leur sexe hein, à l'époque. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Merci Marion. Lire, écrire, compter. Je vous propose, d'ailleurs, vous rappeliez aussi dans la conférence que c'était juste le roi qui définissait le salaire Oui. minimum Ouais. du maître d'école à l'époque Et aussi. alors, le roi, et là, il est complètement dans son rôle. Le roi a une fonction d'arbitre et de protecteur. Une communauté peut éventuellement abuser. Eh ben, le roi est là pour veiller au grain. Mm. La communauté villageoise ne peut pas payer l'instituteur au-dessous d'un certain salaire décent que le roi va faire appliquer. Puis alors le roi, il ne cible pas un salaire décent pour toute la France, hein, il renvoie ça aux intendants. Tout ça, c'est toujours fait en fonction des réalités locales, quoi. Et quand on entend l'expression veiller au grain, ça fait penser à la police des grains. Peut-être que Ben, l'origine de c'est ça, cette, veiller au grain. Ah oui, ça c'est vient de ça, là. veiller au grain. D'accord, Ah oui, super. bien sûr, veiller au grain, c'est ça. J'ai marqué une douzaine d'éléments qui me paraissent importants dans votre exposé. Vraiment, merci Ouais. encore. Le premier, voilà, c'est vraiment qu'il y a un tournant au milieu du 18e, à la fois donc avec le mouvement des Lumières hein, que vous comparez et vous dites c'est quasiment identique avec les encyclopédistes, hein, l'arrivée de l'encyclopédie de Oui, oui, tout à Diderot et fait, ça va Botti, avec, de oui. Voltaire, etc. Pour rappeler comment la dette, en fait, déjà à l'époque, était un outil de domination, même s'il y a aussi voilà du chantage qui a été fait sur les mœurs du roi qui permettait aussi de s'additionner. Mais voilà comment la dette aujourd'hui, elle même 250 ans plus tard, est un outil
qui est encore utilisé par les dominants de ce monde pour pouvoir détruire les services publics, détruire les industries nationales, etc. Vous rappelez que dans les Lumières, ben, il y avait beaucoup de financiers dans tout leur groupe social, on va dire, leur caste. Les nouveaux seigneurs qui ont commencé voilà, à arriver dans des terres qui n'étaient pas les leurs et qui ont commencé à s'accaparer des terres. C'était déjà des prémices du libéralisme. Vous avez rappelé donc la fin de la veine pâture, la fin des communaux, la fin de la police des grains, donc à l'inverse de toutes ces assemblées générales et ces démocraties locales qui existaient avec ces négociations sur la taxation dans les moments compliqués. Donc on parle déjà de dérégulation, de taxation interdite, qui était au contraire une volonté populaire, à l'inverse de l'imaginaire qu'on a derrière le mot taxation aujourd'hui. Et donc le début d'un capitalisme sauvage, progressif, qui va avoir lieu sur 50 ans. Vous avez parlé donc de cette libre circulation des blés. C'est exactement les termes qu'aujourd'hui on utilise dans les médias. Les libéraux, les néolibéraux nous parlent de la libre circulation. Mais c'est marrant parce qu'ils nous parlent toujours de faire librement circuler les prix, les marchandises, etc. Mais ils parlent d'offre de la demande, de la main invisible du marché, mais à la fois ils veulent contrôler les populations. Voilà, c'est-à-dire que vous allez signer un Ausweis pour sortir de chez vous et aller au bureau de poste à côté, mais les grains, ils circulent librement. Ouais, oui, c'est exactement ça. Ouais, ouais. Et il y avait en plus de cette démocratie à l'échelle locale dans les villages, il y avait aussi de la démocratie dans les corporations. Il y avait une autogestion dans les corporations. Vous avez fait des analogies avec la sécurité sociale ou les caisses de retraite, où les corporations géraient leurs normes, leurs salaires, la morale des caisses communes pour faire face à des accidents. Vous avez parlé donc de ces révoltes populaires avec la guerre des farines. Le peuple avait faim avec à répétition en 60, 70, cette Non, le répétition de. peuple croyait qu'il avait faim. Le peuple croyait qu'il avait faim. Il est bête. Là qu'il n'a pas faim, puisqu'il croit qu'il a faim. Mais je Et vous c'est jure, vraiment. c'est ça qui a été dit. Vous vous rendez compte? Oh, quelle Donc le peuple est intelligent, c'est rassurant, on est démocrates ensemble sur le front médiatique. Sincères démocrates, non pas les démocrates d'aujourd'hui qui avancent avec le masque du démocrate pour mettre en place du libéralisme. Et donc ces révoltes populaires qui ont été nombreuses, cette répétition en 60, 70 où ils ont voulu supprimer, libéraliser tout ça, des personnes importantes à retenir comme Turgot qui a joué un rôle important l'intérêt aussi de l'analogie avec le temps actuel parce qu'on parle du grand reset des pénuries, organiser des pénuries, ensuite se présenter comme le sauveur et soi-disant, la libre circulation, le libre choix des prix offre et demande va réguler les prix comme il faut et les salaires vont augmenter naturellement avec. Non, c'est faux. En France, on l'a bien vu depuis les la 30 bonne blague. Glorieuses. Voilà. La bonne blague. Donc, ça, je l'ai déjà dit, voilà, les Lumières, les encyclopédies Sladette. Donc, Alors, le travail des enfants, vous vous rendez compte, le travail des enfants, c'est les Lumières. le travail des Est-ce que les enfants. gens savent ça? Donc, la perte du pouvoir d'achat, vous l'avez rappelé, 80% de perte du pouvoir d'achat en un demi-siècle, et c'est des analogies qu'on peut faire encore avec la seconde partie, ou en tout cas entre les années 1970 et 2020. C'est dramatique la perte de pouvoir d'achat des Français. C'est incroyable, juste pour vous donner un ordre d'idée. À l'époque, dans les années 60, il fallait à peu près 5 ou 6 ans de loyer pour pouvoir être propriétaire de son bien. Aujourd'hui, il faut 40 ans de loyer pour être propriétaire de son bien. Juste pour prendre l'exemple de la spéculation immobilière. C'est très parlant. C'est très Voilà. parlant. Ouais. Donc, il ne faudra pas oublier non plus Jacques Necker, qui était protestant suisse. C'est intéressant aussi que les Suisses arrivent dans l'histoire. Aujourd'hui, qu'on sait le rôle de la Suisse dans les organisations internationales, je ne vais pas toutes les citer, mais la BRI, l'OMS, il y en a tellement qui sont en Suisse. Le principe des rentes aussi, qui a été énormément utilisé et détourné en tout cas instrumentalisé par le pouvoir et aussi par Necker, avec des rentes qui sont passées de 20 ans à 60 ans. Le petit rappel historique est intéressant sur la guerre aux États-Unis aussi, pour montrer comment notre allié historique américain a souvent dans l'histoire montré qu'il n'était pas toujours arrivé au bon moment, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, où ils sont présentés comme les sauveurs. Et aujourd'hui, si De Gaulle ne voulait pas aller aux commémorations du débarquement, c'est pas pour rien, c'est qu'il savait que c'était pas les États-Unis qui nous avaient aidés en premier, en tout cas le gouvernement. Vous avez rappelé Dupont de Nemours, qu'il faudra aussi aller creuser, et un premier accord de libre-échange dans les années 1780. Ça, c'est à retenir. C'est un événement que je connaissais pas, parce qu'on parle souvent des accords de libre-échange, le TAFTA, le CETA, etc. ces dernières années. Donc le libéralisme avait commencé déjà à s'installer. Et donc, le tiers-État, contrairement à ce que je pensais, était loin d'être représentant des classes populaires et donc des paysans qui représentaient la quasi-majorité de la France. Combien il y avait de députés paysans à l'Assemblée nationale? Vous aviez dit, mais je ne sais pas, j'imagine zéro, mais tout à l'heure, vous citez 1,6%. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Non, j'ai dit il y avait un représentant de la paysannerie, il y avait un député paysan, il s'appelait le bonhomme, le père Gérard, ou je sais pas trop quoi, que certainement un franc-mac. Non, j'ai dit que la République a été proclamée par les représentants de 1,6% de la population. Les représentants de 1,6% de la population française. C'est eux qui ont voté la République. Parce que la République,
a été proclamé par les 2/5 de la Convention, qui avait été élu par 10% des électeurs de 50% de la population. Deux C'est comme cinquièmes aujourd'hui. de 10 de, Il n'y a ça fait aucune représentation? représentant de 1,6% de la population. Et le reste n'a jamais voulu qu'on coupe la tête du roi. Mais je vous ai expliqué ce que couper la tête du roi a fait faire comme économie au comité des finances. Hein? Mmh. Vous avez vu Et comme ça a rapporté? on voit très bien aujourd'hui, il n'y a aucune représentation à l'Assemblée nationale et d'ailleurs, on est suffisamment nombreux à avoir compris que la démocratie parlementaire représentative et bourgeoise était tout sauf notre ami. Et d'ailleurs, les Teddy nous dit sur YouTube, il y en a bien un qui commence à parler d'apprentissage à 12 ans, voilà, de la main-d'œuvre pas chère, c'était Macron il y a Voilà. quelques semaines. Ben voilà. Et pour Ben voilà. finir, le dernier post-it, c'était l'autoproclamation de cette constituante, voilà, qui intégrait dans le marbre, après 3 tentatives, c'était la 3e tentative, cette libre circulation des denrées et en particulier le grain qui était la base de l'alimentation pour la France et donc encore une fois contre la volonté populaire et donc ce qui nous unit sur le front médiatique et tous nos invités, quels que soient leurs horizons, parce que souvent il y a des gens qui ont du mal à comprendre la diversité des penseurs hétérodoxes qu'on invite parce qu'ils ne se positionnent pas toujours pareil dans le spectre politique actuel. Et ben en fait ce qui fait moi sens vraiment pour moi, c'est que tous nos invités sont dans des démarches les invités sont conscients que la solution première, c'est réinstaurer une organisation sociale et politique qui permette que ce soit la souveraineté populaire, la souveraineté individuelle qui donc donne une souveraineté populaire, qui prennent la décision ensemble et arrêter cette représentation qui nous a depuis 250 ans appauvris et amené aussi dans de nombreuses guerres. À l'époque du roi, il y avait des guerres, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, avec des historiennes comme Amélie Lacroix-Riz, qui est venue à de nombreuses reprises, que les guerres, elle a surtout étudié la Seconde Guerre mondiale, c'est bien encore une guerre des industriels et des banquiers et que c'est encore le peuple qui paye les pots cassés et ils s'entendent entre eux pour pouvoir continuer à mieux nous asservir, à nous faire plus travailler pour moins de salaire et nous faire surtout obéir parce qu'il faut un peuple obéissant pour continuer l'enrichissement d'une petite caste, d'une petite minorité qui même malheureusement aujourd'hui va encore plus loin et est en train d'assassiner une partie des peuples du monde et en particulier du peuple de France. Une pensée pour nos anciens. Et j'espère qu'un jour, notre président, qui j'espère ne le sera plus prochainement, sera jugé pour ces crimes odieux. Voilà, c'était un petit résumé des éléments clés que j'avais relevés. Peut-être un petit mot de la fin, Marion Sigaud? Je sais pas qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Non, juste Je sais voilà, je vous pas. laisse un mot de la fin par Je suis politesse et contente que vous par me laissiez. Moi, je pense que me montre. J'ai complètement changé ma vision du monde. Vous savez, j'ai relu récemment un truc, une fiche Wikipédia. Marion Sigaud, elle est passée d'extrême gauche à extrême droite. Moi, l'extrême droite, n'importe quoi. Voilà. Tiens, petit mot de la fin. Non seulement je suis pas à l'extrême droite, mais je suis pas à droite. Vous savez pourquoi je suis pas à droite? Parce que quand j'ai cessé d'être à gauche, j'ai cessé de me positionner comme ça. Voilà. Donc je suis pas à droite, je suis pas non plus à l'extrême droite. Puis c'est moi qui me définis, c'est pas vous qui allez me définir. Alors si vous voulez que je me définisse, je suis une femme française, historienne, catholique. Voilà. Et puis l'extrême droite, je vous la laisse. Voilà. C'était un bonheur, vraiment. Merci de prendre ce temps. Notre communauté est enchantée. Il y avait près de 200 personnes sur toutes les plateformes avec nous cet Bonjour tout après-midi. le monde, Merci. bonjour tout le monde. Ouais, Bonjour, merci à la bonjour. communauté. Voilà, vous avez tout le soutien. Les gens se sont régalés. Et de toute façon, c'est aussi disponible en rediffusion sur les différents canaux, celui de Marion Sigaud dans quelques jours aussi. Et donc, on vous mettra les liens vers quelques ouvrages bibliographiques. Et je vous mettrai Oui, évidemment les je vais liens. donner quelques références, oui, parce il Voilà. en faut, il faut quelques-unes, il faut qu'on puisse approfondir. Là. Et Voilà. je mettrai évidemment les liens vers votre chaîne Odyssée, principalement YouTube, chaîne secondaire. Hein, valorisons les réseaux indépendants qui ne censurent pas. Absolument. Et vive la liberté, vive la souveraineté populaire. Belle fin de journée et à très vite sur le front médiatique. Au revoir. Merci Marion. Au C'était revoir. Marion Sigaud et Akina sur le front médiatique. Belle soirée. Au revoir.